Voilà, alors je vous propose pour faire un tour de table peut-être un petit peu original de se demander mais pourquoi est-ce que Aurélie, Georges et Annie-Paul sont là avec nous avec un problème de... Ça va? Problème de chaise. Pourquoi sont-ils avec nous? Pourquoi êtes-vous les mieux placés? Ça va? Mais reste debout, change de chaise, on a la place, tout va bien. On va essayer d'être clair, concis, précis. Alors en 2 phrases, pourquoi votre entreprise, messieurs, dames, ça va, tu tournes? Pourquoi votre entreprise est-elle, ça va, je me mets là, c'est bon. Pourquoi votre entreprise est-elle un observatoire avancé pour comprendre comment évolue la vente? Que s'est-il passé? Voilà, en 2 mots, vous travaillez chez qui et qu'est-ce que vous observez dans les comportements commerciaux? Annie-Paul, Booster Academy, eh bien, je suis légitime parce que nous accompagnons aujourd'hui plus de 10 000 collaborateurs sur la France, sur l'efficacité commerciale, le management, l'expérience client. Et à mon sens, on a peut-être quelque chose à dire? Voilà, donc on aura sûrement des questions sur l'évolution de la formation, des besoins, des compétences, qu'est-ce qui change dans les métiers commerciaux. Georges, Sales Apps, outil de Sales Enablement. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Georges, comme tu le dis, Jean-Philippe. Nous, Sales Apps, on propose une plateforme qu'on appelle du Sales Enablement, comme tu dis. Le Sales Enablement, pour faire simple, parce que ça ne parle pas encore forcément à tout le monde, c'est une application qui va aider le commercial dans son quotidien. C'est-à-dire, c'est l'application que le commercial utilise quand il est en rendez-vous, c'est l'application qui va appuyer son discours, c'est l'application qu'il utilise pour adapter son contenu, pour le rendre plus personnalisé vis-à-vis de ses interlocuteurs. Donc, pour concevoir ce type d'application, c'est assez simple. En fait, on s'intéresse énormément à la pratique du commerce de nos différents clients. Donc, on digitalise 20 000 commerciaux, mais en fait, chaque entreprise a une Combien façon... d'entreprises clientes, Sales? Plus de 200. Plus de 200, donc vous avez un observatoire incroyable. Exactement. Et sur des ventes très différentes, ça peut aller de ventes comme celle de Suntory, Orangina, à Allianz, en passant par Geodis, qui était aujourd'hui également. Donc on imagine assez facilement que la démarche commerciale, les leviers qui font que la vente se passe bien ou ne se passe pas bien, ne sont pas les mêmes. Et pourtant, c'est la même plateforme. Donc à chaque fois, vous avez une discussion avec les clients, parce que vous vendez un outil, une plateforme, certes, mais il faut paramétrer tous les contenus, comprendre leur scénario de vente. Exactement. Donc on côtoie le métier du commercial au quotidien, et c'est ce qui nous passionne. Et c'est là que tu as rencontré Aurélie, qui travaille chez Orangina Suntory. Exactement. Aurélie, quelle belle rencontre, Georges, c'était incroyable. Tu t'occupes de combien de commerciaux? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu... Alors bonjour à tous, moi c'est Aurélie Mélage, je suis donc la directrice des ventes chez Orangina. Je m'occupe donc de 220 commerciaux, sachant que bien sûr il y a des commerciaux, mais aussi des managers. Voilà, donc l'observatoire, c'est un observatoire en live des équipes. D'accord, 200 commerciaux, oui, donc il y a de quoi faire et on aura peut-être des informations sur la manière dont ça évolue. Je m'appelle Jean-Philippe Cunier, je suis formateur en technique de vente, j'aide les entreprises à comprendre comment vendre à travers un écran et j'ai au moins un fan dans la salle, c'est ma maman, je vous représente. Alors, qu'est-ce qui change? Ces changements, qu'est-ce qui change exactement depuis 10 ans? On va commencer chronologiquement. Il y a 10 ans, comment c'était? Maintenant, le futur, à quoi faut-il se préparer? Qu'est-ce qui change? Et les changements qu'il y a dans les métiers, dans la relation marketing, sales avec les acheteurs, est-ce que ces changements sont bénéfiques? Quels sont les changements depuis 10 ans? D'où vient-on? Bien écoutez, nous, ce qu'on constate chez nos clients et qui est important, c'est qu'il y a un changement de posture. Et cette posture, elle doit être au rendez-vous. Si vous avez des collaborateurs qui attendent tout de la data, qui sont dans une posturale où il faut leur amener le macaron au chocolat et qu'il n'est plus qu'à le manger, eh bien, je pense qu'ils ne sont pas sur la bonne route et le bon métier. Je dirais simplement qu'aujourd'hui, ce qui est important et ce qui va être très important, c'est ce mariage entre effectivement le marketing et les sales. Et je le redis. Moi, j'ai connu la vente il y a plusieurs années et il n'y avait pas cette force marketing. Le marketing était dans un coin nébuleux et les vendeurs étaient au diapason. Aujourd'hui, c'est ce rapprochement qui est absolument nécessaire, légitime, et qui va apporter la force aux 2 équipes. C'est-à-dire un travail conjoint, un travail intelligent, un travail en accord et surtout ordonné vers le prospect.
Alors, Ça, c'est un point important pour moi. donc tu vois ça depuis très longtemps. Quels sont les changements majeurs qu'il y a eu dans ces métiers depuis 10 ans? Qu'est-ce qui a bouleversé les choses, les métiers? Quelque part, auparavant, vous arriviez dans une boîte, on vous disait très bien, tu es commercial, voilà ta boîte à outils, et puis voilà ton plan de vente, et puis quelque part, tu le lis, tu l'apprends par cœur et t'appliques. Puis vous aviez un manager qui finalement revenait vers vous en disant combien de rendez-vous, combien d'appels, et quel est le résultat. Donc, hard skills, résultats et tableau Excel. Aujourd'hui, on est quand même aux antipodes de tout ça. Soft skills? Soft skills à 100%. C'est-à-dire que si le manager n'adopte pas une posture de manager coach, de manager à l'écoute, comme va le dire certainement Aurélie dans son quotidien, moi j'ai bien aimé, à un moment, j'ai entendu quelque chose chez Michael Beitsch qui disait le manager hélicoptère. Et je trouve que cette image est vraiment dans une dynamique à la fois, je me mets à son niveau, je remonte quand c'est nécessaire et je redescends. C'est-à-dire ne pas croire qu'on a tout, lâcher prise, accepter de se mettre en danger. Un manager aujourd'hui doit se mettre en danger. S'il est dans les certitudes, il va falloir qu'il change. Aurélie, tu te mets en danger? Aurélie, qu'est-ce qui change d'après toi dans les métiers? Un métier dangereux. Comment tu vois les choses? Écoutez, en tout cas, nous, on travaille en retail. Nos principaux clients sont les grandes surfaces que vous connaissez bien, donc Carrefour, Auchan, etc. Le changement ces dernières années, il y a deux changements économiques. Il y a un changement sur la pression, sur la rentabilité. Il y a énormément, la pression est de plus en plus accrue sur la rentabilité. Et le deuxième changement, c'est la compétition. Tout le monde est maintenant de plus en plus armé, la compétition est de plus en plus sévère. Donc, dans ce contexte-là, ces deux changements amènent au fait qu'il faut vraiment qu'on arrive à gagner une préférence client et gagner la préférence client en moins de temps. Alors, soft skills, préférence client, comment on gagne la préférence client? Ensuite, on verra la manière de présenter. Tu nous parles de ça, on a préparé beaucoup. Préférence client. Sur la préférence client, en fait, c'est se dire qu'en très peu de temps, il faut pouvoir faire la différence et proposer de la valeur à son client. Et donc, j'aime beaucoup ce qui vient d'être dit sur le soft skills. C'est pas avec juste du hard skills, c'est une méthodologie et un discours qui est toujours le même qu'on fait la différence. On fait la différence en se mettant à niveau avec notre client, en rentrant en relationnel de la bonne manière avec son client, et du coup en adaptant son discours de vente, sa proposition. Et ça, c'est en effet beaucoup de soft skills et c'est aussi beaucoup ce qu'on recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne recherche pas les meilleurs vendeurs, mais on cherche certainement ceux qui ont la meilleure intelligence situationnelle et le meilleur relationnel quelque part. Soft skills, préférence client, les rendez-vous changent aussi, la durée des rendez-vous, le format des rendez-vous. Alors, est-ce qu'on a toujours autant de temps qu'avant? Ouais, on a de moins en moins de temps puisqu'il y a de moins en moins de monde en magasin, donc moins en moins d'interlocuteurs. Donc ça veut dire que pour nous, en 10-15 minutes, il faut vraiment avoir clôturé sa vente et donc avoir été clair, précis, complet en un minimum de temps. Allez, droit au but, clair, concis, précis. De manière claire, concise, précise, Georges Da Silva, donc chez Cellsaps, vous avez équipé Orangina. Vos outils aident à cela? Ouais, alors ce qu'on entend vraiment bien à travers vos deux témoignages, c'est en fait l'aspect purement humain de la vente qui devient central en fait dans la vente, en détachant une part d'agilité aux outils. Et en fait, le terrain de jeu du commercial, si on se met dans la peau du commercial, il a profondément changé. Ce qu'on attend de la part des commerciaux, c'est de savoir utiliser LinkedIn, savoir être bon sur LinkedIn, alors pas dans tous les contextes, mais dans un certain nombre de contextes de prospection, c'est vrai. Tu m'as dit qu'en social selling, ça se passait très bien chez vous. Oui, ils font ça tout seuls. Ouais. Bon, mais effectivement, les aspects réseau social devient un élément central de la vente. Ensuite, ça va être l'information. Il y a une guerre d'information au niveau de l'accès à la bonne information pour le bon interlocuteur qui est clé. Et finalement, c'est une compétence qu'on attend des commerciaux. Avant, on arrivait, on avait tout dans la camionnette des fois, hein, et puis il fallait sortir le bon échantillon, le bon argumentaire. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Et donc, il y a une pression en termes d'efficacité à trouver la bonne information face à des interlocuteurs qui ont moins de temps et des interlocuteurs qui sont très avisés, en fait. On a une connaissance par les réseaux sociaux et Internet qui est très approfondie des acheteurs. Et donc, le commercial est en milieu de tout ça avec la pression du chiffre,
comment on fait? Donc, clair, concis, précis, visuel, émotionnellement affûté. On peut garder les mêmes commerciaux que ceux qu'on a. Il faut en virer la moitié. Heureusement. Il faut les former. Heureusement. Et je vous invite vraiment à capitaliser sur l'humain, parce que l'humain est au rendez-vous. Il y a la data, mais en bout de ligne, il y a l'humain. Et ne l'oublions pas. Donc on les forme. On les forme, les forme, et on leur donne la possibilité de se poser et de réfléchir. Vous savez, cette période Covid, elle a été, je pense, bénéfique pour beaucoup de sujets. Prise de conscience des décideurs, qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait les accompagner et ne pas les laisser dans leur coin. Moi, je vais vous raconter une histoire, c'est très clair. Les carnets de commandes chez Booster Academy étaient remplis à ras-bord en février 2019, c'est ça, hein, quelque part, oui, je ne me trompe pas sur la date, merci. Eh bien, en février 2019, vous avez devant vous 23 franchisés qui vous disent 2020. Tu ne vas pas transformer notre offre en offre à distance. Vous dites quoi? Oui. Vendre à travers un écran. Marche ou tu crèves de ton côté. Oui. Donc, ok, eh bien, écoutez, j'ai pris le pari, et je vous le dis, et ça a été très dur, de les regarder et de dire, ok, on fait un test sur Paris. J'ai pris les entraîneurs parisiens, on les a reformés sur du distanciel fort pour avoir une qualité. On a appelé nos meilleurs clients, on leur a dit on fait un test et ensuite on fait une évaluation. Eh bien, très grande surprise, 98% des clients ont dit meilleure concentration, meilleure prise en main, meilleure production, puisque Booster Academy, nous ne sommes pas un centre de formation, mais nous accompagnons le collaborateur à construire son discours commercial, à être percutant et surtout à se l'approprier pour s'en servir dans le quotidien. Et là, ils étaient au rendez-vous et en plus, on a travaillé sur le distanciel avec eux. Un gros virage, ça, vendre à travers un écran. Donc aujourd'hui, on fait de l'hybride. Et alors, la relation avec le marketing, elle a évolué également. Comment est-ce que justement la relation sales marketing a évolué d'après vous dans les 5-10 dernières années? Fortement, parce que, comme on disait tout à l'heure, vous faites un très joli travail en amont, et ça, il est important. Aurélie, chez Orangina, vous avez une relation sales marketing qui se passe plutôt bien? Tout à fait. Alors chez Orangina, on a des commerciaux qui sont très engagés derrière leur marque, parce que c'est vraiment l'ADN de la boîte, c'est le point d'être, le fait d'être secoué quelque part, un peu comme Orangina. Donc les équipes sont très engagées. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de collaboration entre les équipes. Et on a même du coup une équipe qui est aussi en interface entre le marketing et le commercial, pour pouvoir traduire d'un côté les besoins commerciaux au marketing et que les présentations du marketing soient le plus adaptées possible aux commerciaux. Traduire les besoins commerciaux au marketing. C'est le mot traducteur, je crois que tu utilises, c'est ça? Le mot traducteur. Georges, ta réaction par rapport à l'évolution sales marketing? Ce qu'on a remarqué quand même un peu dans toutes les structures qu'on peut accompagner ou qu'on peut rencontrer, c'est qu'il y a un vrai rapprochement des deux entités. Après, c'est souvent soit l'initiative du commerce, soit l'initiative du marketing, mais ce besoin de traduire le discours marketing en un discours très opérationnel, très pragmatique par rapport aux besoins du commerce, il est fondamental. Ça va se matérialiser par des directions du Sales Enablement, ça peut se matérialiser par effectivement des personnes qui sont en charge de cette animation sur l'aspect marketing commercial et justement au centre de ces interlocuteurs qui peuvent avoir des enjeux ou des métiers avec des responsabilités différentes. C'est là où nous on intervient en fait. C'est-à-dire que le Sales Enablement, c'est un peu le rouage complémentaire à ces différentes fonctions. C'est intéressant parce que vous parlez tous les deux justement de la création, pour Orangina ça fait un moment, mais de la création d'un nouveau métier, d'une nouvelle fonction. Chez Orangina, c'est le traducteur entre le marketing et le sales. Chez vous, tu parles d'un nouveau poste, responsable du Sales Enablement. Si on traduit le mot Sales Enablement, je crois que les Québécois disent l'autonomisation des commerciaux. C'est ça? Ouais, et ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'Aurélie, ils ont poussé le truc un peu loin, c'est on a travaillé avec elle pour concevoir en fait une plateforme, un Instagram Pro. Là, le concept, c'est de dire, et c'était ton expression de besoin, j'ai des commerciaux qui font des photos fantastiques, mais personne s'en sert en fait. C'est une perte sèche, c'est même pire que ça remplit les disques durs. Et en fait, l'enjeu derrière ça, c'est un enjeu purement commercial, et de créer une base d'assets marketing exploitable à tout moment,
indexé, mais sans surcharge. C'est-à-dire, on ne va pas demander à quelqu'un du marketing d'aller taguer toutes les photos remontées par le cœur. Et donc, l'enjeu derrière ça, il est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un outil de plus, c'est de dire, j'ai besoin d'un outil pour aider mes commerciaux et aider mon marketing à comprendre et mieux voir ce qui se passe sur le terrain. Ça deviendrait presque un cercle vertueux à croire ce que tu nous dis, parce que moi j'ai travaillé, j'étais directeur commercial dans un grand groupe américain pendant des années, je manageais 18 commerciaux dans 8 pays, il y avait le service marketing, et on allait vers le marketing en disant on voudrait ça, mais il semble que ça se soit un peu perdu. On entend beaucoup les commerciaux dire vous le marketing, vous venez jamais en rendez-vous client, vous savez pas ce qui se passe. Ça change ça? On a même chez certains clients des salariés dont la fonction à 100%, c'est faire des présentations pour le commerce. C'est un truc de dingue. Donc des nouveaux métiers. C'est-à-dire qu'on paye des personnes à prendre un pitch d'un commercial pour aller assembler des slides existants. Enfin, il n'y a pas de sous-métier, mais c'est dommage. C'est dommage pour l'organisation et même pour le métier du marketing, quoi. Est-ce que cette bataille c'est pas une guerre entre le sales et le marketing, mais c'est peut-être une bataille de ping-pong. Cette bataille de ping-pong entre le sales et le marketing, est-ce que le fait de collaborer sur la conception d'un outil de sales enablement, de devoir décider quelles seront les conversations, quels seront les contenus, ça force tout le monde à marcher un pied dans chaque chaussure, à mieux collaborer? Est-ce qu'en fait, mettre en place du sales enablement, ça peut régler, aider à rapprocher les troupes? Alors juste pour finir, introduire, on force rien en fait. Je pense que l'erreur, c'est de se dire, c'est d'imposer la plateforme. Et je pense qu'on a fait souvent ça, c'est-à-dire qu'on a demandé d'un côté au marketing de se mettre à disposition d'un besoin du terrain, et de l'autre côté, on demande aux commerciaux de la même manière de se mettre à la disposition ou d'absorber de façon silencieuse ce que le marketing conçoit. Je pense que c'est ça l'erreur de base, c'est d'opposer en fait les activités, alors qu'en fait l'enjeu, c'est plutôt de comprendre le besoin du marketing qui peut être un peu différent de celui du commerce, lui donner des outils de compréhension. Et de la même manière, le commerce, il a besoin de matériel intelligent par rapport à son besoin, sans ressentir en fait de façon autoritaire une redescente sèche. Chez vous, ça s'est passé par la co-conception en fait de la plateforme. Oui, donc comment ça s'est passé ton retour là-dessus? Tout le monde était, bon, vous êtes déjà très proche entre sales et marketing, mais tout s'est fait de manière fluide. Ça prend un certain temps de scénariser tout ça, de paramétrer tout, de trouver le... Alors, en fait, en soi, ce qui prend du temps, c'est plus les process internes, c'est plus de construire ensemble, justement. Donc, nous, on est vraiment parti des besoins des équipes, qui soient marketing et commerciaux, en disant c'est quoi les besoins des deux parties, quelque part. Et sur cette base-là, en fait, on a adapté l'outil. Donc, voilà, ce qui prend du temps, c'est ces groupes de travail et aussi de mettre en place les contenus. Mais ce n'est pas vraiment la partie technique au final. Alors, il y a les groupes de travail, il y a la partie technique, tout le travail en amont, et puis ensuite, on va chez le client et on présente. Et là, le marketing, qui jusqu'à présent disait moi je produis ce contenu et je pense que c'est ce qu'il faut, là, vous avez de la data aussi. Ouais, c'est l'enjeu, c'est-à-dire qu'il y a de la data orientée contenu pour dire de façon pragmatique ce qui est utilisé, ce qui ne l'est pas. Ce qui est souvent assez différent du discours du commercial lui-même, qui peut avoir politiquement un intérêt à expliquer que tout est merveilleux, tout est fantastique. Vous avez eu des surprises sur des choses où vous disiez tiens, ça, faut absolument que ça c'est utile, il faut le produire, et puis en fait c'était les meilleurs vendeurs ne l'utilisaient pas et il restait les meilleurs vendeurs? Ça peut même être un autre travers de dire je vais ultra segmenter par exemple mon offre. Et l'ultra-segmentation en me disant je vais être hyper agile, je vais avoir des contenus découpés à l'extrême, etc. Mais ça avait un impact qui était négatif, qui était celui de finalement se concentrer que sur les besoins primaires en fait, des clients et oublier de valoriser les secondaires. Et donc finalement, il y avait un appauvrissement de l'offre, de la présentation de l'offre en clientèle, qui était pénalisante pour la structure. Donc ces statistiques, c'est pour ça que nous vraiment on recommande de les analyser très vite. Elles sont clés dans l'ajustement de l'outil, parce qu'on peut avoir des très bonnes idées, mais la meilleure idée, c'est celle qui est confrontée au réel. Et donc, pour se confronter au réel, il faut des stats, quoi. C'est ça. Incroyable. Il y a cette explosion d'outils également. On en est, j'ai participé à la cartographie mondiale des outils, on est à 9932
ça fait peur. Outils SalesTech, Martech, pour aider à faciliter les choses. Il y a une explosion. Ici, on a énormément d'exposants qui viennent, qui parfois sont hyper spécialisés. Il va y avoir les prix Martech qui vont être remis dans une demi-heure, donc on va voir. Mais les sociétés candidates sont des sociétés assez généralistes. Alors, ce serait intéressant d'avoir, parce que Georges, Sales Apps a été créé en 2014, c'est ça. Et donc, depuis 8 ans, comment tu as vu évoluer ces nouveaux outils, J'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que le commercial, il est face à une complexité d'approche commerciale qui est monstrueuse, entre les outils de prospection sur LinkedIn lui-même, le CRM qui doit être rempli. Il y a un tissu logiciel qui se complexifie, et en fait, nous, notre positionnement depuis le début, c'est de dire qu'il faut protéger un peu le commercial en lui simplifiant son activité. En fait, c'est simple d'exiger, mais dans les faits, quand on se met à sa place, qu'on doit dérouler les rendez-vous, faire un reporting pendant 2 heures le soir, puis faire ceci ou faire cela, c'est complètement antinomique avec la fonction première du commerce qui est de vendre. Et ce qui doit lui permettre, lui, de vendre, c'est justement de pouvoir être serein sur l'activité de reporting, sur l'activité de préparation, sur même le déroulé, se dire quand je vais lancer ma présentation, je vais pas avoir une slide qui a sauté. Voilà. Et nous, c'est notre positionnement depuis le début, c'est de dire on va se concentrer sur le commerce pour le protéger, pour lui donner une appli qui vit, une appli qui change, et d'un autre côté, aider le marketing sur ses enjeux à lui. Voilà. Et donc sur le tissu logiciel, il y a plein de nouveaux outils, parce qu'il y a plein de très bonnes idées, et parce qu'on n'est pas arrivé. Je crois que c'est un sujet qu'on va aborder un peu plus tard de la suite. Mais en fait, on est en plein milieu du chemin sur la digitalisation du commercial en termes d'apport dans ce fantastique métier humain, en fait. Ouais. Oui, parce qu'il y a 8 ans, on a dû vous prendre pour des extraterrestres quand vous parliez de Sales Enablement. Le terme n'existait pas, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, on a pris le bâton de pèlerin, on s'est posé des questions sur le terme. Mais pour nous, il parlait de lui-même. C'est-à-dire que pour moi, ce que je vois à travers, je ne sais plus le terme canadien que tu nous as gentiment... Autonomisation des commerciaux. Leur donner tout ce qu'il faut, y compris la formation, le contenu, etc., pour qu'ils soient voilà, exactement. Moi, ce que j'entends dans ce terme-là, c'est vraiment la mise en réussite du commerce, c'est-à-dire arrêter de demander au commercial d'aller chercher l'information, mais que l'information soit disponible pour lui là où il est. C'est comme si on vous demandait aujourd'hui d'aller chercher vos actualités ou les news. Enfin, les news, elles viennent à vous. Vous avez un téléphone, ça vient, ça sort. L'information s'impose à vous. Or, dans le commerce, on dit c'est à toi d'avoir ta base, c'est à toi de te préparer, c'est à toi d'avoir anticipé. On peut le faire, encore une fois, rien n'est impossible. Mais aujourd'hui, ça va plus vite que ça. Donc, en fait, tu es en train de dire il y a des outils, parce qu'on se rappelle les CRM. Les CRM, c'est pourquoi je saisis des données dans le CRM, à quoi ça sert. Enfin, il y a 20 ans, on prenait aussi les gens qui... Moi, j'avais déployé Salesforce chez Dow Jones il y a 20 ans, alors que Salesforce vient de fêter ses 21 ans. Et à l'époque, ça nous a amené des gains de productivité, mais c'était un truc d'extraterrestre. C'est fondamental. Pourtant, ça marche. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sales Enablement, pour toi, c'est le passage indispensable? Maintenant, tout le monde a un CRM. Est-ce que demain, tout le monde aura un outil de Sales Enablement? On croise encore des entreprises qui rémunèrent en fait le remplissage du CRM. C'est-à-dire qu'au-delà d'allouer du temps de remplissage, en fait, il y a une part de la prime qui est versée sur ce segment-là. Donc les CRM, ils sont extrêmement pertinents, extrêmement puissants. Enfin, je veux dire, c'est impossible de bosser aujourd'hui commercialement sans en avoir un. Par contre, le reporting, c'est des choses qui s'automatisent. 90% des sociétés françaises ont un CRM. Après, 23% seulement considèrent avoir des données de qualité. Oui. Donc ça dit bien le problème, c'est-à-dire qu'on va investir des millions dans un outil qui est évidemment incontournable, mais qu'est-ce qu'on a dedans? Si c'est oui, bon rendez-vous, adoré, qu'est-ce qu'il en fait le marketing de ça? Moi, j'avais une assistante commerciale qui avait marqué, à propos d'un trader en action américaine, qui avait marqué « Il adore les chats ». Voilà. C'est une manière aussi de faire un retour. Et elle retenait, oui, mais pour elle, c'était la fois d'après, elle le revoyait, elle disait comment vont vos chats? Et ça marchait très bien. Chez Booster Academy, vous formez aussi les commerciaux aux nouveaux outils? Effectivement, tout ce que tu dis, et on se reconnaît dans les retours de clients, oui, ils investissent. Par contre, il faut que ça vienne du top-down. C'est-à-dire que s'il y a une volonté de l'entreprise d'accompagner les collaborateurs et de leur donner la possibilité de les comprendre, parce qu'un outil, ça se comprend. Il faut qu'on sache ce qu'on attend de l'outil. Et le marketing, il faut aussi qu'il soit au rendez-vous et qu'il explique au sales ce qu'il attend de lui. C'est-à-dire faire des ateliers de co-développement entre eux, de telle sorte à fixer des objectifs
collaboratif à fixer les enjeux et au-delà à travailler sur les différentes cibles de prospects possibles avec des contenus adéquats par rapport au secteur d'activité. Les outils, la data, être clair, concis, précis. Il nous reste Tout à fait, 3 minutes. tout à fait. Il nous reste 3 minutes et 27 secondes. Dernier point, quels sont les outils que vous recommandez? Alors, CRM, c'est un outil où on ne comprenait pas à quoi ça servait, maintenant on comprend. Sales Enablement, les commerciaux font de toute façon des présentations, donc ça simplifie leur travail, ça devient un petit peu un outil invisible. Il y a le prix Martech avec des sociétés comme, qui sont très spécialisées sur l'analyse sémantique du sentiment des consommateurs, sur la récolte de témoignages clients, sur le fait de... Il y a plein d'outils spécialisés. Quels outils vous conseillez pour les entreprises au-delà des outils de Sales Enablement, on l'a bien compris? Moi, à mon sens, ce qui va être important, et aujourd'hui, ce qui est important, c'est la satisfaction du client. C'est quels sont les éléments qui vont vous permettre aujourd'hui d'avoir une satisfaction de client à 100%. Et c'est l'objectif de toute entreprise aujourd'hui, quelle que soit l'offre. Pour cela, former les collaborateurs pour qu'ils soient aptes et former les managers qui soient aptes à accompagner les collaborateurs avec un marketing qui soit au rendez-vous, avec un marketing qui soit proche des sales et qui travaille conjointement sur des ateliers, sur de la production conjointe. Parfait, merci beaucoup pour ta réponse, Annie. Paul, Georges, en dehors de Sales Apps, bien sûr. Il faut... moi, je suis très de développement naturellement, puisque Sales Apps, on est encore en devenir. Voilà. Mais donc, ouais, tout ce qui est outils pour cadencer en fait, la prospection commerciale qui peuvent être intégrés dans des grands CRM ou pas. Dis-le nous, il nous reste 1 minute chacun. Ouais, quels outils tu utilises? Nous, on utilise du HVS, on utilise Salesforce, on utilise Drop Contact, d'ailleurs, qui était là, aujourd'hui. On utilise tout ce qui va permettre en fait, de se familiariser plus. Drop Contact, outil d'enrichissement de données, Salesforce. Orangina, tu es... Pour moi, en fait, c'est surtout. Je suis pas en mode outil à tout prix. Oui. Comme le dit Georges, il y en a pas mal. Moi, et du coup, voilà, c'est juste repartir des besoins des équipes parce qu'il y a 100% de préférence client, mais t'inquiète, j'y arrive. Mais aussi 100% de préférence des équipes. Et enfin, en tout cas, ce qui est important pour moi, c'est aussi que les équipes soient contentes et engagées. Et c'est un point important. Et c'est leur enlever aussi les tâches qui leur coûtent du temps. Donc, chez nous, c'est les relever, par exemple. Donc, un des outils sur lesquels on est en train de regarder, c'est les reconnaissances visuelles d'images en mode linéaire pour exactement, produits, en mode film, parce que c'est quelque chose qui leur coûte du temps. Et puis tu nous as donné une bonne secrète quand même, c'est le fait d'avoir un traducteur, un gourou des outils Martech, Salesforce pour aider, puisque les outils évoluent plus vite que les compétences, donc tu as un expert spécialisé dans ta société. Merci à vous, merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Orangina, Suntory France. On salue Hervé, Annie Paul, Booster Academy, Georges Da Silva. Et je m'appelle Jean-Philippe Cuny. À bientôt.